Bonjour, merci beaucoup de participer à ce Pop Énergie. C'est un petit moment qu'on fait une fois par mois avec Cyrena pour discuter de divers sujets avec des intervenants extérieurs ou parfois de Cyrena. Aujourd'hui, nous avons Barbara Nicoloso qui va nous présenter la notion de sobriété et comment on peut l'appréhender dans nos projets. Barbara fait partie de l'association Virage Énergie qui accompagne la transition énergétique et écologique dans les territoires. Je vais lui laisser la main pour présenter ce qu'elle va nous raconter. Merci Colline. Merci à Sirena pour l'invitation. Bonjour à toutes et tous. Donc en effet, je vais vous parler ce midi de sobriété. Euh, et comment justement ce sujet de la sobriété est la pierre angulaire de la transition énergétique. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous on pense à Virage Énergie. Peut-être avant de commencer, donc rappeler hein, ce qu'est Virage Énergie. Donc c'est une association qui a été créée en 2006 dans l'objectif de produire des scénarios de prospective énergétique citoyens dans la région du Nord-Pas-de-Calais, puis des Hauts-de-France, afin de montrer qu'il était possible de répondre à l'urgence climatique en actionnant à la fois des leviers de sobriété, d'efficacité et de développement des énergies renouvelables, dans une perspective aussi de pouvoir sortir à moyen terme du nucléaire. Donc pendant une dizaine d'années, on a produit des scénarios et puis ensuite, on s'est plus particulièrement spécialisé sur le sujet de la sobriété, donc sur l'évolution des modes de vie et des organisations collectives pour permettre de réduire les économies, enfin de faire des économies d'énergie et également d'arriver à répondre aux objectifs énergétiques et climatiques qui sont ceux de la France. Donc aujourd'hui, on accompagne des collectivités un petit peu partout sur le territoire national. On élabore aussi des méthodologies, des outils autour de ces sujets de sobriété. On fait de la formation, de l'animation, de la sensibilisation. Et puis on a aussi tout un volet plutôt de recherche-action autour de ce sujet. Donc on est amené assez régulièrement à travailler aussi avec des laboratoires de recherche autour des enjeux énergétiques et plus globalement des enjeux de planification territoriale de la transition. Et au-delà des questions énergétiques, il y a deux sujets qui nous intéressent aussi beaucoup à Virage Énergie. C'est le sujet de la mise en récit, c'est-à-dire comment on construit des récits, des imaginaires qui donnent envie d'aller vers cette transition, et comment on met aussi en cohérence hein, nos sujets qui sont très complexes. Hein, les sujets de l'énergie, du climat sont pas toujours évidents à comprendre pour le grand public, donc la mise en récit peut être un bon moyen de les vulgariser. Et puis le deuxième sujet, c'est celui des paysages. Donc comment la transition énergétique, que ce soit par le déploiement des énergies renouvelables ou par la sobriété, vient aussi transformer nos territoires et nos paysages. Donc on travaille aussi pas mal sur des plans paysages énergie transition. On est aussi proche d'un certain nombre de structures comme le collectif Paysage de l'après-pétrole et on essaye de contribuer aussi à montrer en quoi des paysages de la transition peuvent être désirables. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations, toutes les ressources qui sont produites par Virage Énergie sur notre site internet. Et puis je terminerai par une dernière action qu'on mène avec le réseau Clair, donc le réseau pour la transition énergétique. On coanime le réseau sobriété. Donc il y a un réseau de professionnels autour du sujet de la sobriété qui est soutenu par l'ADEME. Et donc l'idée, c'est d'avoir des temps de rencontres, d'échanges, des webinaires et également des ressources qui sont à disposition des membres du réseau. Et c'est un réseau qui est gratuit et accessible à tous. Donc, si ça vous intéresse, je pourrais vous indiquer l'adresse mail auprès de laquelle vous pouvez vous inscrire pour rejoindre ce réseau qui a aujourd'hui plus de 260 membres. Donc, on va retrouver des collectivités, des associations, des bureaux d'études et puis aussi des laboratoires de recherche et quelques entreprises. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de sobriété. Donc, je vais vous présenter un petit peu la façon dont nous, on aborde ce sujet au sein de Virage Énergie et comment ça vient aujourd'hui aussi traverser l'ensemble de nos travaux. Donc, peut-être pour commencer, sans être trop longue, hein, puisque je pense que c'est des sujets que vous maîtrisez bien, mais nous, ce qu'on aime bien rappeler, c'est que derrière la transition énergétique écologique, il y a bien deux piliers. Donc, un pilier environnemental, hein, qui est celui d'essayer de limiter notre impact
sur les écosystèmes d'une manière générale et puis surtout d'essayer, hein, d'éviter au maximum de dépasser un certain nombre de limites planétaires. Même si aujourd'hui on estime, hein, que sur les 9 limites planétaires, donc que sont, hein, ces grands fonctionnements, naturels de notre système Terre, on en a déjà 6 qui ont été dépassés. Pour nous, il y a quand même un enjeu à continuer à essayer de réduire l'impact environnemental des activités humaines, tout en ayant aussi une attention à la dimension sociale de la transition. C'est-à-dire que, on estime aussi que, une transition énergétique et écologique ne pourrait être juste que si elle intègre, l'accès à un certain nombre de services, heu, que chaque population, a besoin. Donc des choses assez simples, accès à une nourriture de qualité, à l'eau, à l'énergie, mais de manière plus générale aussi un certain nombre d'organisations sociétales, comme l'éducation, le logement, la représentation politique ou la justice, qui aujourd'hui, sont considérées comme étant, nécessaires pour avoir une «bonne vie» entre guillemets sur notre planète. Et donc c'est pour ça qu'on voilà, on aime bien en général, remettre nos travaux aussi en perspective avec ce fameux donut, donc ce que vous avez à l'écran, hein, qui a été élaboré par, l'économiste Kate Raworth pour Oxfam, qui représente assez bien, justement l'espace où nous on essaye de travailler, donc à la fois entre, les questions environnementales et les questions sociales. Et c'est pour ça aussi qu'à Virage Énergie, on s'intéresse beaucoup aux questions énergétiques par le prisme des sciences humaines et sociales, parce qu'on estime aussi que c'est, peut-être aujourd'hui, la question énergétique, un sujet qui est traité de manière trop technique, enfin, c'est-à-dire qu'on en fait souvent un sujet d'ingénieur, alors que c'est un sujet qui est très politique, qui est très social et qui nécessite aussi, bah, d'être partagé, plus largement, avec l'ensemble des citoyens. Avant de parler de sobriété, vous dire un petit mot sur l'ébriété parce que en fait, c'est toujours plus simple de venir parler de sobriété quand on a déjà posé le constat de la situation de totale dépendance aux ressources énergétiques et notamment aux ressources fossiles, dans laquelle nos sociétés, occidentales, hein, vivent depuis, maintenant un peu plus de 70 ans. De dire que, l'accès à une énergie, abondante pour marcher, depuis plusieurs décennies nous a amenés à développer un certain nombre de services, d'appareils, d'outils, de modes de vie, qui ne sont possibles que par, cette surabondance énergétique et qu'aujourd'hui, nous vivons dans un état de dépendance, voilà, comme une personne qui serait en situation d'alcoolémie serait dépendante à l'alcool. Nous, nos sociétés sont totalement, dépendantes de ces ressources énergétiques, donc dites en situation d'ébriété. Et donc il y a un enjeu à venir penser la sobriété, c'est-à-dire un rééquilibrage entre, la juste consommation de ressources et la satisfaction d'un besoin. Et donc de venir aussi, identifier, bah, toutes ces aberrations énergétiques, hein, qui aujourd'hui, sont les témoins de cette ébriété. Donc à l'écran, vous avez, hein, cette image d'une salle de sport aux États-Unis par laquelle on accède avec un escalator. J'aurais pu vous mettre également, hein, des photographies de terrasses chauffées, de stades de foot climatisés au Qatar, de publicités numériques, qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bref, des choses de ce type, hein, extrêmement consommatrices de ressources et ne permettant pas de satisfaire un besoin. Il y en a énormément. Et donc derrière la sobriété, on va justement mettre cette question du rééquilibrage des consommations et de la satisfaction des besoins. Dans une perspective sociale, hein, partant du constat qu'on n'est pas tous égaux dans notre accès à l'énergie, que ce soit pour des raisons, financières, mais aussi pour des raisons, voilà, géographiques, hein. Les ressources énergétiques ne sont pas, réparties de manière, homogène à l'échelle du globe. Et donc nous aussi, ce qu'on va mettre derrière la sobriété, c'est vraiment, bah, une sobriété qui est choisie, qui est volontaire, qui est co-construite, en l'opposant à la notion de précarité. Ça, j'insiste beaucoup parce que, notamment à la faveur de la crise énergétique, hein, 2022-2023, il y a eu beaucoup de confusion entre les termes de précarité, sobriété, pauvreté, et cetera. C'est 2 choses très différentes. Enfin, la précarité, c'est vraiment une situation, de manque et de non-satisfaction des besoins qui est subie. Là où nous, à Virage Énergie, derrière la sobriété, on met une démarche qui est volontaire, et qui va, voilà, venir plutôt, toucher des populations, aisées,
que des populations précaires qui sont elles-mêmes déjà très sobres. Et donc pour nous, l'enjeu va être vraiment de mener à bien ce rééquilibrage entre ceux qui ont trop et ceux qui ont trop peu. Et donc ça va nécessiter aussi une répartition de l'effort de manière sociétale qui va plutôt porter sur les classes moyennes et les classes supérieures que sur les classes les plus pauvres. Et en même temps, on pense que la sobriété, ça peut être un moyen de faire sortir des populations de la précarité en leur permettant d'avoir accès à un certain nombre de services énergétiques auxquels elles n'ont pas accès aujourd'hui. Et donc c'est en ça qu'on voit aussi que cette question énergétique est très politique et très sociale, puisque voilà, derrière, c'est pas tant une question d'infrastructure que de répartition des richesses et d'organisation aussi collective du fonctionnement de notre société. Donc la question vraiment d'interroger les besoins, elle est au cœur de la sobriété. On va se demander si nos usages de l'énergie, mais d'une manière plus générale, hein, des ressources naturelles, puisque bien sûr la sobriété s'applique aussi aux ressources minérales, à l'eau, au sol, enfin aux ressources naturelles d'une manière générale et pas qu'aux questions énergétiques. Il faut se poser la question de savoir si les usages qu'on en a sont de l'ordre de l'indispensable, du nécessaire ou plutôt du superflu. Et donc ça va nécessiter aussi d'avoir toute une réflexion qu'on n'a pas forcément aujourd'hui quand on élabore des politiques publiques ou même à l'échelle individuelle, hein, quand on va avoir un acte de consommation ou d'achat, de se demander est-ce qu'on a vraiment besoin de faire cette chose-là? Et si oui, comment on fait pour qu'elle ne nécessite pas trop de consommation de ressources? Et donc c'est là qu'on va retrouver encore cette question d'équilibrage. Et en face de ça, quand on va être dans le cas notamment de politiques publiques, on a tout un arsenal de mesures qui vont permettre de venir accompagner cette satisfaction du besoin et qui vont permettre aussi éventuellement de réguler des comportements de surconsommation. On en parlera un petit peu plus tard, mais voilà, ça va aller de l'information jusqu'à l'incitation, voire l'obligation ou la dissuasion, l'interdiction. Et derrière, on a une marge de manœuvre qui est assez grande pour arriver à mettre en place des politiques et des actions de sobriété, mais je reviendrai un petit peu plus tard dans le détail. Donc cette sobriété, bien sûr, elle s'inscrit, hein, dans voilà, une transition énergétique qui est bien sûr bien plus large que juste faire des économies d'énergie par des changements de comportement. Elle est complémentaire de la dimension de l'efficacité, hein, qui elle va plutôt reposer sur une amélioration des techniques, des technologies. Et bien sûr, cette réduction des consommations par la sobriété et l'efficacité va permettre d'avoir un développement des renouvelables qui soit le plus adéquat possible. L'idée, c'est pas du tout de se dire qu'on développe des renouvelables pour couvrir nos besoins énergétiques actuels qui sont des besoins, enfin en tout cas qui sont dans une situation d'ébriété. Non, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment un rapport de correspondance entre une baisse de consommation d'énergie importante et une couverture par les énergies renouvelables. Donc c'est vraiment, hein, ce qui est au cœur de la philosophie du triptyque négawatt. Et nous, on insiste beaucoup en disant que la sobriété est une pierre angulaire parce que voilà, il y a aussi cet enjeu à venir attaquer de manière assez forte les changements de comportement, les changements d'organisation, avant d'aller tout de suite. Alors, il faut, hein, aller sur le développement des renouvelables, mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a quand même un gros travail à faire sur les niveaux de consommation en parallèle du développement des renouvelables et aussi d'avoir un débat public qui porte non seulement sur les moyens de production, mais aussi sur la baisse des consommations, ce qu'on a encore, je pense, pas mal de difficultés à faire en France à l'heure actuelle. Donc, nous, à Virage Énergie, la sobriété, on la définit comme une démarche qui vise à réduire nos consommations de ressources par des changements de comportement, de mode de vie, d'organisation collective qui se fait de manière volontaire et organisée. Donc, nous, on s'intéresse beaucoup à la dimension collective. On va s'intéresser aux questions d'aménagement du territoire, d'organisation du travail, d'organisation du temps, d'organisation de l'économie plutôt que l'échelle très individuelle. Ça, il y a plein d'autres structures en France qui travaillent vraiment sur les comportements à l'énergie, voilà, au niveau des ménages ou même au niveau des individus. Donc voilà, nous, on ne va pas sur ce terrain-là. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est les organisations collectives et comment des organisations collectives, comment des politiques publiques influencent aussi la façon dont les individus se comportent. C'est-à-dire que si vous habitez sur un territoire rural où il n'y a pas du tout d'infrastructure de transport en commun, où il n'y a pas de pistes cyclables, ça ne va pas vous inciter à faire du vélo. Et donc là aussi, il y a voilà, quelque chose d'assez intéressant à observer et voir comment des infrastructures
collectives, entre guillemets, peuvent venir aussi influencer des changements de comportement individuels. Et la dimension volontaire et organisée, pour nous est indispensable, c'est-à-dire qu'on s'inscrit bien dans un cadre démocratique de co-construction, de ces mesures de sobriété et également de se positionner par rapport à la réalité des territoires. C'est-à-dire que, on estime qu'on va pas faire de la sobriété de la même manière en plein, centre de Paris, que dans un village au fin fond du Cantal parce que la réalité de vie est pas la même, la géographie est pas la même, la socio-économie est pas la même. Bref, il y a plein de raisons qui font que, bah, la sobriété doit être faite, «sur mesure» entre guillemets, des réalités des différents territoires et donc bah, ça nous amène aussi à étudier, différentes typologies, de collectivités locales et différents modes de vie, qui peuvent exister aujourd'hui en France, hein, donc de modes de vie très urbains, jusqu'à des modes de vie, très ruraux et on s'intéresse aussi au contexte insulaire, donc que ce soit, hein, sur, des îles situées en métropole comme les îles du Ponant au large de la Bretagne ou plus loin de nous, avec les territoires d'outre-mer où là aussi les réalités de vie sont encore différentes. Et donc on insiste bien sur cette, complémentarité entre la sobriété et l'efficacité, parce qu'on constate que, il y a beaucoup de confusion et qu'il y a encore cette tendance, hein, à vouloir faire une transition énergétique qui ne reposerait que sur des améliorations techniques, technologiques, que sur de l'efficacité sans venir interroger nos modes de vie. Et donc ce qu'on essaye de montrer aussi dans nos travaux, c'est que, bah, la technologie ne peut pas tout et qu'à un moment donné, il faut aussi s'interroger sur les comportements et sur la dimension humaine de cette transition et essayer de voir comment les 2 sont complémentaires. Vous dire aussi pour compléter sur cette dimension de définition, hein, que, aujourd'hui, on a un certain nombre d'institutions, nationales et internationales qui se sont, saisies de la question de la sobriété. Alors le constat est, hein, que quand même sur les 20 dernières années en France, ça a été, quelques ONG comme Negawatt, comme Virage Énergie qui ont beaucoup porté le sujet de la sobriété, quelques enseignants-chercheurs aussi, mais que finalement on était plutôt, voilà des voix, minoritaires à porter ce sujet-là. Aujourd'hui, les choses ont pas mal changé, hein, notamment depuis le début des années, 2020 et notamment depuis 2022, hein, où on retrouve, la sobriété, ouvertement nommée, dans le rapport du GIEC comme étant un levier pour répondre à l'urgence climatique. Ce qui vient donner aussi une assise, hein, au sujet de la sobriété. Alors bien sûr derrière, hein, des travaux menés en France ou par des chercheurs français sont pas du tout, ne sont pas irresponsables, hein, de cette apparition de la question de la sobriété dans le rapport du GIEC. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on commence à avoir un consensus sur le fait qu'on n'arrivera pas à faire la transition sans questionner, l'organisation de nos sociétés et nos comportements. Et donc ce qui est intéressant dans la définition du GIEC, hein, c'est qu'on retrouve bien, ce qu'on avait aussi dans le Donuts, hein, à la fois, la dimension, limite planétaire et la garantie du bien-être de tous, et aussi une sobriété, bah, qui porte sur les questions énergétiques, mais aussi matérielles, foncières et hydriques. Et donc ça aussi, ça nous permet de légitimer, nos actions et nos accompagnements auprès des territoires, en venant réaffirmer que, bah, la sobriété aujourd'hui est vraiment reconnue comme indispensable et pas que par le GIEC, hein. En France, je citerai très rapidement les travaux de l'ADEME, hein, donc les scénarios, transition 2050 qui, eux aussi, mettent en avant un certain nombre de leviers de sobriété, tout comme les travaux de RTE, hein, le gestionnaire de grands réseaux qui, dans ses futurs énergétiques 2050, montrent bien que, bah, les trajectoires de transition qui sont les plus pertinentes et qui coûtent le moins cher sont celles dans lesquelles on va trouver une part de sobriété assez importante. Donc, on insiste, enfin on assiste aussi à une institutionnalisation de la notion, qui est pas, voilà, qui est pas inintéressante, et qui permet aussi, bah, de venir, légitimer ce sujet. Légitimer ce sujet, d'autant plus que, donc à la faveur de la crise énergétique, hein, de l'hiver 2022-2023, la sobriété est devenue un objet médiatique et aussi un objet politique, hein, puisque, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement français, a appelé à la mise en place d'un certain nombre de plans de sobriété à la fois dans les collectivités locales et dans les entreprises. Heu
pour différentes raisons, hein, notamment des risques de pénurie d'électricité et de gaz, mais aussi dans un contexte de prix de l'énergie très très élevé qui a amené un certain nombre de ménages français, mais aussi d'entreprises, de collectivités à mettre en place des mesures de sobriété. Donc c'est dans un contexte de crise, hein, finalement, vécu comme ponctuel, que des efforts de sobriété ont été mis en place. Quelque part, on pourrait dire qu'une sobriété d'urgence a été mise en place. Donc voilà, qui s'est faite de manière très rapide, parfois sans concertation, et qui malheureusement aujourd'hui ne s'est pas pérennisée. C'est-à-dire qu'on voit des plans de sobriété finalement qui n'ont pas vraiment été mis en œuvre ou bon, aujourd'hui que comme le prix de l'énergie est un peu moins cher, ça semble moins pertinent. Et donc nous, on estime qu'il y a un enjeu à faire de cette sobriété un sujet beaucoup plus systémique, à ce qu'il soit planifié, co-construit, concerté, et à ce qu'il vienne aussi toucher nos grands cadres de vie. Ce qu'on a constaté, hein, dans les plans de sobriété d'urgence, c'est qu'il y avait beaucoup de mesures qui relevaient beaucoup des éco-gestes, hein, faire attention à la lumière, à la box internet, chauffer un peu moins son logement. Alors, c'était très bien, mais ça ne sera pas suffisant pour répondre à l'urgence climatique. Et aujourd'hui, on a besoin d'avoir des politiques publiques qui soient beaucoup plus fortes sur le sujet de la sobriété. On a besoin que on aille toucher à la planification urbaine, qu'on aille interroger voilà, l'organisation du travail, qu'on aille interroger un certain nombre de normes, de réglementations, ce qui est pas du tout aujourd'hui, le cas, quand on parle de sobriété, dans le cadre gouvernemental et ministériel. Et donc nous, on plaide beaucoup, voilà, pour donner à voir ce que serait finalement une société de la sobriété, beaucoup plus que juste la sobriété comme un moyen de répondre à une crise ponctuelle. Et aujourd'hui, ça nous paraît d'autant plus important que les coupes budgétaires sont très importantes pour les territoires et donc il y a un enjeu à faire des économies d'énergie et des économies financières, mais aussi un sujet de souveraineté hein, qui se pose dans le contexte géopolitique actuel, qui veut que moins on consomme d'énergie, plus on est résilient aussi aux difficultés d'approvisionnement qu'on peut éventuellement rencontrer. Et plus on est résilient au fait que on puisse avoir certains canaux d'approvisionnement qui se tarissent dans les années à venir pour un certain nombre de raisons, mais notamment géopolitiques. Donc voilà, la sobriété aujourd'hui, ça nous paraît être une dimension vraiment très intéressante et importante de continuer à explorer et qui a encore besoin de beaucoup de soutien et beaucoup de mise en œuvre. De manière assez rapide, donc cette sobriété, comment elle se traduit, hein, de manière très concrète? Il y a plusieurs dimensions, donc ça peut être à la fois sur la taille, le poids des objets, donc ce qu'on appelle la sobriété dimensionnelle, avec toujours l'idée de faire correspondre hein, la taille d'un équipement ou d'un service aux besoins qu'on en a. Hein. Donc typiquement, la personne seule dans son SUV en plein centre-ville de Paris, ça correspond pas vraiment à ce que voilà, l'usage qui pourrait être fait de ce véhicule-là s'il y avait plusieurs personnes ou si on était en territoire rural, on a vraiment besoin d'un véhicule qui est très performant au niveau du moteur. Toutes les questions d'aménagement du territoire aussi, hein, d'urbanisme, partant du constat qu'aujourd'hui, on a un aménagement du territoire qui est issu d'une période où on avait une surabondance énergétique et où ça paraissait normal d'habiter à plusieurs dizaines de kilomètres de son lieu de travail, voilà, de vivre dans des maisons avec des jardins, enfin des modèles de développement hein, issus des années des Trente Glorieuses qui aujourd'hui sont remis en question par le changement climatique et aussi par la précarité énergétique que ces modèles génèrent, puisque ça, c'est des modèles qui vous rendent totalement otage de votre voiture. Et donc, quand vous avez une augmentation du prix du pétrole, ça peut créer de grandes difficultés sociales, au-delà des impacts environnementaux et sur la biodiversité qu'a pu avoir l'étalement urbain. La sobriété d'usage, donc elle va être plutôt liée hein, à l'utilisation d'un certain nombre de services, d'objets, hein, donc typiquement l'éclairage public. Vous pouvez avoir un éclairage public très performant avec des ampoules LED. Une mesure de sobriété complémentaire peut être d'éteindre l'éclairage public entre minuit et 5 heures du matin, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la sobriété d'usage. Et une dernière dimension qui est plutôt elle liée à la collaboration, à la convivialité, donc de se dire que
Faire de la sobriété, c'est quelque part, faire un pas de côté par rapport à notre société de consommation. C'est faire plus de choses par soi-même, c'est être davantage dans des pratiques, d'échange de connaissances, de savoir-faire. L'exemple du Repair Café, c'est un exemple de sobriété qui est très intéressant pour ça, parce qu'il montre, qu'en venant réparer des objets plutôt que d'en racheter de nouveaux, on peut générer, des liens intergénérationnels, on peut avoir des échanges de connaissances, du partage, bref, faire quelque chose de vraiment convivial dans des sociétés où on sait qu'aujourd'hui, bah, l'individualisme prend de plus en plus de place, et où on aussi on a de moins en moins de lieux où on peut avoir de la solidarité et de la rencontre en fait entre les personnes. Donc cette sobriété, nous, on la pense vraiment comme un projet de société, donc avec, plein de grands cadres et de grandes normes à réinterroger. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans nos travaux à Virage Énergie. Donc comment on passe d'une société de la surabondance à la suffisance matérielle? Comment on interroge aussi nos modèles de gouvernance, hein, qui en France sont très centralisés pour aller vers davantage de relocalisation, que ce soit dans la production de l'énergie, que ce soit aussi dans la production alimentaire, dans la gouvernance locale, il y a énormément de choses à penser. Comment on interroge le travail? En se disant aussi que, bah, le travail salarié n'est pas le seul travail à générer de la valeur, hein. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui sont dites, des «gratuites» entre guillemets, hein. On pense au bénévolat, mais peut-être aussi au travail domestique, qui est majoritairement porté, par les femmes, aujourd'hui en France et donc comment on montre aussi que ces activités-là ont de la valeur et sont indispensables au bon fonctionnement de notre société. Comme le rapport à la propriété, pareil, c'est aussi une dimension qui nous paraît intéressante à interroger, se dire qu'il y a peut-être, beaucoup de choses qui peuvent être mutualisées. Notre rapport à la vitesse, que ce soit dans la mobilité, et l'usage du numérique et puis enfin, hein, notre rapport à la nature, en partant du constat qu'aujourd'hui, on vit quand même dans des sociétés qui sont de plus en plus artificialisées, qui sont de plus en plus déconnectées du vivant, et qu'il y a peut-être là aussi, presque des questions philosophiques auxquelles il faudrait réfléchir, pour arriver à faire advenir une société de la sobriété. Voilà, entre guillemets, hein, nous, ce qu'on essaye de porter à Virage Énergie et donc ça se traduit de manière très concrète, hein, par l'identification de centaines de politiques de sobriété qui peuvent être déployables sur les collectivités locales. Sans rentrer trop dans le détail, nous, ce qui nous semble important, c'est de se dire que de la sobriété, on peut en faire dans tous les champs de compétences des collectivités et pas uniquement, heu, dans le service énergie qui porte, ces questions-là. Ça peut être aussi, sur les questions alimentaires, sur les questions de mobilité, sur les questions d'urbanisme, d'habitat. Il faut vraiment que cette sobriété, elle infuse partout. Et il faut vraiment qu'il y ait de la cohérence entre les politiques. Ça nous paraît indispensable, parce qu'on a trop de territoires aujourd'hui qui se dotent, par exemple de plans climat très ambitieux, où on dit qu'on va être neutre en carbone en 2050 et qui par ailleurs ont des plans d'urbanisme ou des plans de développement économique, qui vont favoriser, l'étalement urbain ou qui vont favoriser la construction d'infrastructures, qui sont pas forcément nécessaires au territoire. Et donc aujourd'hui, nous, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'accompagner des collectivités dans l'élaboration de stratégies et de plans d'action qui soient cohérents et qui permettent effectivement d'arriver à produire des économies, d'énergie. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà pas mal de choses, hein, qui sont mises en œuvre en France. De manière très rapide, quelques exemples, hein, mais quand on pense aux plans de réduction de publicité qui sont mis en place, par exemple, dans la métropole de Lyon, bah, ça permet à la fois de réduire le nombre d'écrans dans l'espace public, d'améliorer la qualité de l'espace public et puis de réduire le nombre de messages, injonctifs à la consommation, qu'on peut avoir au quotidien, auxquels on est exposé. La conception de bâtiments beaucoup plus sobres, bah, ça aussi, le recours aux écomatériaux, le fait, de penser dans la rénovation ou la construction des bâtiments, l'accès à la lumière naturelle, à l'aération naturelle, bah, c'est autant, de recours, à la lumière artificielle ou à la climatisation qu'on évite. Réfléchir aussi dans la commande publique, donc ces dizaines de milliards d'euros qui chaque année, sont dépensés par l'État et par les collectivités locales. Comment on favorise aussi des offres de sobriété? Comment on soutient les entreprises de l'ESS qui contribuent à ça?
Les concours de sobriété, hein, comme le défi, voilà, le défi Déclic, qui là aussi peuvent être très mobilisateurs pour les citoyens. Et puis enfin, dernier exemple qui est celui des bureaux d'étang, c'est comment on fait de la sobriété en interrogeant l'organisation, d'un territoire et l'organisation du temps sur un territoire. Juste pour vous donner un exemple, hein, donc la métropole de Rennes s'est posée il y a quelques années, la question de construire une nouvelle ligne de métro, puisqu'il y avait énormément de saturation entre 8 heures et 9 heures sur une des lignes qui desservait, les universités. Et donc la solution qui a été trouvée, c'est de demander au recteur de l'université de Rennes de décaler de quelques dizaines de minutes le début des cours des étudiants pour pouvoir lisser ce pic de fréquentation et décaler d'une quinzaine d'années dans le temps la nécessité de construire une nouvelle ligne. Et donc là, on voit, bah, qu'on est vraiment dans l'organisationnel, on est dans la sobriété et ça peut vraiment, vraiment bien fonctionner. Donc ça, c'est quelques exemples qui existent en France aujourd'hui et qu'on essaye aussi de documenter avec le réseau sobriété en produisant, des fiches retour d'expérience, qui viennent, montrer à quoi ça ressemble et dire que, bah, voilà, il y a des choses qui sont déjà, assez effectives, assez efficaces et qu'elles, méritent d'être généralisées, plus largement sur le territoire national. Donc tout ça, qu'est-ce que ça va permettre? Des économies d'énergie, ça c'est clair, des économies financières puisque moins on consomme, moins on paye, c'est assez évident. Des impacts aussi, hein, sur la qualité de l'environnement, mais aussi sur les êtres humains, hein, puisqu'on va avoir, voilà, des liens sociaux renforcés, un nouveau rapport au temps, une amélioration de la santé, bref. Il y a énormément de co-bénéfices à la sobriété, donc qui sont, en train d'être évalués, hein. Il y a un certain nombre de programmes de recherche aujourd'hui en France, qui essayent d'évaluer assez finement les impacts de la sobriété et qui essayent aussi de produire des indicateurs de suivi et d'évaluation, hein, parce que c'est pas tout de dire, «On fait de la sobriété, on consomme moins d'énergie», derrière, c'est aussi de venir, qualifier ce que ça produit, comme transformation, sociale, politique, économique. Donc on est encore sur un champ, exploratoire, mais les premiers retours qu'on a, c'est que, bah, la sobriété a quand même un certain nombre de co-bénéfices. Et donc ces co-bénéfices sont importants à mettre en avant, puisque, la sobriété doit encore faire face à un certain nombre voilà, de enfin, pas de contradictions, mais en tout cas de personnes qui ne sont pas convaincues de sa nécessité. Certaines personnes, hein, qui opposeraient le caractère, voilà, liberticide de la sobriété, le fait de mettre en place, je sais pas, des moyens de transport alternatifs, des zones faibles émissions, de venir demander aux bâtiments, d'être chauffés à 19 degrés, bref. Et donc nous, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est de se dire que, la sobriété, c'est aussi un moyen de mettre, en sécurité les populations face aux risques climatiques, et que comme les politiques sanitaires ou des politiques de sécurité routière qu'on a pu avoir ces 50 dernières années, eh bien des mesures qui, à l'instant T, peuvent paraître, difficiles à accepter d'un point de vue social, peuvent l'être quelques années, plus tard. C'est-à-dire que les normes sociales évoluent aussi au regard du contexte et donc juste pour vous donner, 2 exemples très rapides, hein, les politiques de sécurité routière du début des années 70, donc un moment où on a commencé à rendre obligatoire le port de la ceinture de sécurité et la mise en place, de limitations de vitesse sur les routes, au regard, hein, du nombre de morts, que connaissait la France chaque année, à cause, voilà, des problèmes de sécurité routière. Aujourd'hui, plus personne ne remet en question ces normes-là. Tout comme aujourd'hui, plus personne ne met en question, l'interdiction, du tabac, dans, les espaces publics, clos, et de rappeler qu'il y a une époque, hein, pas si lointaine, où on pouvait, fumer dans les trains, dans les avions, dans les universités, partout, quoi. Et qu'aujourd'hui, c'est totalement accepté par la population. Donc on estime aussi, nous, qu'il y a cet enjeu à venir travailler sur, l'acceptabilité sociale et aussi l'appropriation de la sobriété, en se disant que, bah, oui, peut-être qu'aujourd'hui, il y a des mesures qui sont un petit peu difficiles à accepter, mais au regard de ce qui nous attend avec le dérèglement climatique, elles le seront beaucoup plus dans les années qui viennent. Et aussi au regard des crises énergétiques, hein, qu'on traverse et qu'on sera amené à continuer de traverser dans les années qui viennent et de rappeler que les chocs pétroliers des années 70 ont aussi été des grands moments de mise en place de politiques de sobriété, qui ont permis aussi de transformer des sociétés, hein. Juste 2 exemples très rapides. La photo que vous voyez à gauche, c'est une photo qui a été prise aux Pays-Bas, pendant le premier er choc pétrolier, donc en 73, où les Pays-Bas ont dû, faire, 40 d'économie, de pétrole en un mois. Donc c'est énorme et parmi les mesures qui ont été mises en place, vous avez les dimanches sans voiture.
Donc, hormis, service de secours, les Hollandais ne pouvaient plus utiliser la voiture et donc il y a une reconquête des espaces publics et là, en l'occurrence, des autoroutes, notamment par l'utilisation du vélo et c'est à partir de ce moment-là que le vélo est redevenu, très très à la mode aux Pays-Bas avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Alors qu'au début des années 70, les Hollandais utilisaient autant la voiture que les Français et donc ça permet aussi de montrer que, voilà, l'argument qui voudrait: «Oui, mais culturellement, les Hollandais, c'est pas comme les Français». Bah non, c'est pas si simple que ça. C'est de se dire il y a pu y avoir à un moment donné des politiques publiques de sobriété, qui ont accompagné, la mise en place, enfin l'utilisation du vélo en l'occurrence avec la construction d'infrastructures, qui aujourd'hui, fait que ce mode de transport est très prisé aux Pays-Bas. Tout comme en France dans les années, 78, hein, donc 2 choc pétrolier. C'est à ce moment-là qu'on a la création de l'Agence des économies d'énergie, donc qui est l'ancêtre de l'ADEME, et où, les économies d'énergie sont partout, sur les timbres, dans des spots publicitaires. Vous avez même un petit dessin animé, sur la voilà, la chasse au gaspille, qui est fait pour les enfants. Bref, on voit que les sujets sont vraiment pris à bras-le-corps dans des cas de graves crises énergétiques. Et nous, ce qu'on dit aussi, bah, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est que la sobriété, c'est un moyen aussi de se prémunir de ces crises-là et d'être beaucoup plus résilient. Et également, la sobriété, bah, nécessite d'être co-construite de manière démocratique. Là aussi, hein, j'en ai un petit peu parlé, tout à l'heure, mais on estime qu'aujourd'hui en France, on a trop peu d'endroits où on peut venir débattre de comment collectivement on construit, cette société de la sobriété, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle locale. Et un exemple, nous, qui nous paraît vraiment, vraiment intéressant, c'est celui de la Convention citoyenne pour le climat, hein, puisque, quand on prend le rapport de ces 150 Français qui ont été, tirés au sort et qui ont été formés aux enjeux, climat-énergie, on s'aperçoit qu'on a un rapport de sobriété. Voilà, que les mesures qui sont, proposées par ces Français sont des mesures de sobriété et que cette sobriété peut être du coup totalement, acceptable, quand elle est co-construite et quand elle permet, de répondre aux enjeux, climatiques et énergétiques. Encore faut-il bien comprendre, ce qui nous attend et en quoi, bah, aujourd'hui c'est totalement indispensable d'aller rapidement, dans la mise en place de ces politiques, et d'aller également sur des mesures d'adaptation. Je terminerai par 2 aspects, donc celui des récits et des imaginaires, de se dire que la sobriété, bah, ça vient transformer nos paysages, tout comme, le développement des énergies renouvelables viennent transformer nos paysages, hein, donc voilà, refaire aussi ce travail sur les imaginaires et de bien rappeler, à toutes et à tous, hein, que, il y a rien de magique derrière l'énergie, enfin la production d'énergie, hein. Il y a bien des infrastructures, il y a bien une matérialité, qui va se traduire, dans le paysage, hein, puisque avec, les énergies fossiles et notamment le pétrole, bah, on a oublié, en tout cas dans les paysages français que l'énergie a un paysage, enfin a un impact paysager et de donner aussi à voir comment la sobriété peut transformer nos paysages, en prenant quelques exemples, hein, aujourd'hui voilà, de territoires où elle a cours. Donc, l'image que vous avez à droite, c'est par exemple le Snake, donc qui est l'autoroute cyclable de Copenhague. Donc, là aussi, se projeter par exemple sur un territoire où on aurait beaucoup moins de voitures, beaucoup plus de vélos et de places données aux piétons. Vous avez d'autres illustrations, hein, que vous avez là à gauche, par exemple avec Détroit et la place que peut prendre l'agriculture urbaine sur d'anciennes friches industrielles. Et puis comment on fait le lien aussi avec le développement, des renouvelables et leur impact sur le paysage. Ça nous semble être aussi un champ, exploratoire assez intéressant, pour venir parler de sobriété. Et puis la question des récits, donc comment on donne envie d'aller vers cette sobriété? Comment on montre, aussi, bah, ce qu'elle permet? Et comment on utilise les codes de la communication, de la publicité qui aujourd'hui, sont très bons pour nous faire consommer des produits, mais qui pourraient être aussi très bons, pour faire la promotion de la sobriété et donc voilà, j'avais envie de vous partager cette campagne publicitaire qui a été faite par la Régie des transports publics de Bruxelles, sur la marche à pied qui prête à sourire, hein, mais qui fait quand même réfléchir et donc là aussi, on a un enjeu de communication très, très fort pour faire comprendre ce qu'est la sobriété et ce qu'elle peut permettre de changer dans nos modes de vie et sur nos territoires et quand je dis changer les choses, c'est, améliorer aussi la qualité de vie, le bien-être. Ça, c'est une dimension qui nous semble aussi indispensable. Et donc ça va nécessiter, bah, voilà, de construire des récits alternatifs, à ceux de
de la consommation, de la croissance exponentielle dans lesquelles on baigne à longueur de journée, hein, qui sont véhiculées par le cinéma, par la publicité. Et puis on le voit aujourd'hui, hein, en retour de bâton par un certain nombre de décideurs politiques, et d'entrepreneurs, au niveau international. Et donc comment on produit un récit alternatif autour de la sobriété qui donne, voilà, qui donne aussi envie de choisir, cette voie. Donc ça, c'est aussi un défi, qui est en face de nous. Et comment on vient, projeter aussi des territoires qui seront différents. Donc, pour terminer, par ce photomontage, hein, qui avait été produit par l'Institut Momentum, dans un rapport, qui projetait l'Île-de-France en 2050, dans une situation, post-effondrement où en l'occurrence on aurait arrêté d'utiliser l'aviation civile. Vous avez le tarmac d'Orly, de l'aéroport d'Orly qui est totalement transformé, une réappropriation citoyenne. Bref, l'idée c'est de se dire qu'on peut aussi, donner à voir par le photomontage, par le graphisme, ce que pourrait produire la sobriété. Et ça aussi c'est un moyen de mobilisation qui aujourd'hui nous intéresse beaucoup parce que, ça nous permet de sortir d'une approche, très théorique de ce qu'est la sobriété, les économies d'énergie, et de rendre visible quelque part l'invisible, hein, parce que, faire des économies d'énergie, ça se voit pas entre guillemets, mais ça a quand même un pouvoir transformateur. Et donc, c'est en ça que ça nous intéresse aussi beaucoup à Virage Énergie de travailler, ces récits et ces imaginaires. Voilà pour cette présentation. Merci beaucoup. Est-ce que déjà certaines personnes ont des questions pour le moment? Non, moi j'en aurais, mais... Euh, non, merci, c'était super intéressant. C'était très intéressant, notamment sur voilà, les différentes mesures qu'on peut mettre en place pour la sobriété. Et justement, dans le cadre des sociétés citoyennes, voilà, est-ce que vous auriez, vous, eu des exemples de sociétés citoyennes, en lien avec les énergies renouvelables ou pas d'ailleurs, de mesures de sobriété plus ou moins efficaces, puisque en fait on voit qu'il y en a énormément. Il y a de la sensibilisation, de la formation d'élus, du porte-à-porte, des ateliers. Voilà, est-ce que vous avez des exemples de mesures et puis est-ce qu'il y en a certaines plus efficaces que d'autres? Oui, tout à fait. Bah, il y a quelques années, on a travaillé avec Énergie Partagée à l'élaboration d'un serious game qui s'appelle Sobriété Partagée, que vous connaissez Mhm. peut-être. Donc, il y a justement pour objectif de venir outiller voilà, les coopératives citoyennes d'énergie renouvelable, sur ce sujet. Donc, en identifiant deux leviers, déjà au sein même de l'organisation, voilà, du collectif ou de la coopérative, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, des choses assez simples, hein, mais faire attention au local qu'on utilise pour les réunions, utiliser de la vaisselle réutilisable pour les événements, avoir une mobilité douce, enfin des choses assez basiques. Mais aussi de se dire que ces coopératives et ces collectifs ont un rôle d'influence sur les élus locaux et peuvent aussi préconiser des politiques publiques, et donc d'en faire aussi, bah, des porte-parole de la sobriété puisque, il y a aussi cet enjeu à, venir davantage tisser des liens entre développement des énergies renouvelables, citoyennes en particulier, et sobriété. Et de se dire que les deux vont de pair. Donc, nous, ce qu'on avait identifié avec Énergie Partagée, c'est que, bah, finalement, vous êtes des très bons ambassadeurs de la sobriété parce qu'en plus vous avez, voilà, déjà souvent accès à un certain nombre, d'élus locaux ou d'acteurs économiques locaux par le développement de projets d'énergie renouvelable, et que ça peut être aussi l'occasion d'aborder ce sujet de la sobriété. Et que vous avez aussi déjà des collectifs, en fait, qui sont constitués, qui peuvent être eux-mêmes relais, ambassadeurs de ce sujet, que ce soit auprès des pouvoirs publics ou des citoyens, directement. Donc voilà, ça c'est un outil, que je peux mentionner. Après ce qui est aussi, intéressant, hein, je pense que c'est des démarches un peu comme celle d'Enercop, d'avoir aussi des fournisseurs d'énergie qui, préconisent la sobriété. De se dire que, voilà, on a peut-être des offres énergétiques, qui sont un petit peu plus chères que sur le marché, entre guillemets «traditionnel» EDF, quoique c'est plus toujours le cas, mais que si on paye un petit peu plus cher, on fait plus attention à sa consommation, et d'être aussi dans une logique, de lever des fonds pour, accompagner la lutte contre la précarité énergétique. Donc, voilà, tout ça, ça va de pair, mais en tout cas,
c'est aussi intéressant de voir comment ces coopératives et ces collectifs citoyens d'ENR se saisissent des questions d'imaginaire et des questions de paysage, et aussi l'acceptabilité sociale qui peut ressortir des projets citoyens par rapport à voilà, à des projets, plus, entre guillemets, hein, économiques, descendants de grands développeurs. Enfin, vous connaissez ça, beaucoup mieux que moi, mais voilà, d'essayer de se dire qu'on arrive à construire un discours et des imaginaires cohérents en alliant développement des renouvelables citoyens et mesures de sobriété. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'avais une question. Bonjour et merci en tout cas. Question rapide déjà. Est-ce que vous avez des outils ou des fiches ressources, vous avez mentionné, qui sont diffusables en accès libre, je veux dire? Ou Oui, est-ce que tout c'est à fait. réservé à vos adhérents? Je ne sais pas. Non, 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 on a, alors donc le réseau sobriété, adhérer au réseau, ça vous permet d'avoir les informations, mais tout est accessible, librement. Je vais vous donner tout de suite le lien, vers le site internet de Virage Énergie où vous pouvez retrouver toutes ces ressources. Donc on a à la fois, hein, des webinaires très thématiques et vous pourrez retrouver les replays, et on a aussi, la production de fiches, bonnes pratiques. Donc l'idée, c'est de venir, voilà, documenter comment aujourd'hui, des collectifs citoyens, des collectivités, des Mhm. entreprises en France se saisissent de ce sujet, et comment ils ont fait, quels sont les leviers, quels sont les obstacles, et comment ça peut inspirer d'autres initiatives. Hop, je vous mets ça tout de suite là dans le chat, donc vous avez accès, donc c'est la page du réseau sobriété sur le site de Virage Énergie, et puis si vous scrollez, vous avez les liens directs, vers les webinaires et puis vers les petites fiches que vous pouvez, télécharger. Merci beaucoup. Et deuxième question, vous avez parlé d'accompagnement qu'effectue Virage Énergie. Ça se Mmh. destine à quelle structure et ça peut correspondre à quoi exactement? Oui, alors donc nous on accompagne aujourd'hui principalement des collectivités, locales, donc qui nous sollicitent soit dans le cadre de l'élaboration d'un document de planification, donc comme un plan climat ou, voilà, un schéma de cohérence territoriale ou, un SRADET à l'échelle des régions, et qui ont envie d'avoir un axe sobriété qui est vraiment renforcé. Donc, ça va être plutôt de l'accompagnement sur, la sensibilisation, la formation des élus, des agents. Ça va être aussi sur l'élaboration de stratégies, de plans d'action et d'indicateurs d'évaluation. Et puis après, on a d'autres collectivités qui nous saisissent directement pour élaborer leur stratégie de sobriété. Donc il y a les 2 configurations. Et puis de temps en temps, on a, des entreprises, voilà, des filières économiques ou des associations qui nous saisissent aussi pour, bah, les accompagner dans la mise en place de leur action de sobriété. Donc les différentes, voilà, ces différents publics, sont les nôtres, et nous, ce qui nous intéresse, via ces accompagnements, donc c'est continuer à développer des méthodes, des outils, bah, pour approfondir ce sujet de la sobriété, et d'ailleurs on a, voilà, développer un serious game, hein, donc, qui est un peu le, on va dire le petit frère de sobriété partagée, qui s'appelle Virage Sobriété, donc qui est un outil, pédagogique de sensibilisation, à la sobriété, dans les politiques publiques. Je vais également pouvoir vous partager, le lien vers cette ressource sur notre site. Et puis au-delà de ça, c'est aussi, bah, continuer à faire de la recherche-action sur plein de sujets dont on n'a pas aujourd'hui, toutes les réponses, hein. Je parlais tout à l'heure de l'évaluation des indicateurs de sobriété, bah, ça, il y a encore beaucoup de choses à faire. Aussi sur les éléments de discours, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il faut toujours utiliser le terme de sobriété? On se rend compte qu'on a des élus qui sont pas du tout à l'aise avec ce terme, mais c'est pas pour autant qu'ils mettent pas en place des actions de sobriété. Donc comment on fait pour les accompagner? Et puis aussi comment on pense un peu mieux, bah, l'articulation entre sobriété, efficacité et renouvelable, et comment on peut aussi, faire comprendre à voilà, des techniciens et des élus, très énergie, «technique» entre guillemets, qu'il y a une dimension politique et sociale à aller aussi chercher derrière ce sujet, qui va nécessiter, de travailler beaucoup plus en transversalité. Voilà un peu la teneur de nos activités, et en plus de ça, on a un volet recherche aussi avec des laboratoires et des universités en France, qui nous permet, bah, d'asseoir toute cette recherche-action par de la publication scientifique, et de venir, bah, vraiment,
montrer aujourd'hui comment on peut faire de la sobriété, en France, de manière efficace. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? J'en aurais une, moi. Je profite du format restreint pour en poser. Merci beaucoup pour votre intervention. Enfin, j'ai bien aimé, moi, en tout cas, le cadrage, tout ça, c'était très clair. On voit que ça fait quelques années que vous travaillez sur le sujet et c'est bien amené, je trouve. Il n'y a pas trop de texte, c'est beaucoup de visuels et c'est bien pour parler de ce sujet, je trouve. Donc, merci beaucoup pour ça. Je voulais savoir si c'était possible d'être intégré dans votre liste de diffusion. Vous avez parlé en début d'introduction avec Leclerc, que vous animiez un temps en tout cas, moi, ça m'intéresse. Je pense que ça pourrait intéresser plus largement d'autres adhérents de Sirena. Je pense que ça peut être intéressant à relayer. Et je me posais la question, parce que vous avez fait le lien avec le collectif du paysage de l'après-pétrole, des démarches de planification, je me demandais un petit peu comment vous accompagnez les collectivités sur l'approche planification. Typiquement, un plan climat ou un schéma directeur de l'énergie, qui sont quand même des démarches. Alors, plan climat, c'est plus large, mais schéma directeur de l'énergie, l'objectif, c'est quand même d'augmenter la part des énergies renouvelables. Comment vous traitez un peu ça, justement? Comment vous, sur ce côté un peu planif, je vois bien sur les actions de sobriété, patrimoine ou autre, mais sur l'aspect planification, comment vous faites en fait? Enfin, quelques exemples, Ouais. c'est un vaste sujet, mais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors je vous ai partagé déjà pour la première question dans le chat, donc le mail auquel vous pouvez, voilà, envoyer une demande pour adhérer au réseau sobriété. Donc vous envoyez un mail et puis ensuite on vous rajoute dans la liste, il y a aucun souci. Pour la seconde question, bah, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on accompagne la région Bretagne dans la modification de son SRADET, hein, donc son schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et donc le volet sobriété va vraiment se traduire par l'identification de politiques d'urbanisme, de construction d'infrastructures, de financement de politiques locales qui contribuent davantage à l'adoption de pratiques de sobriété par les citoyens. En venant montrer peut-être les endroits où il y a, de l'incohérence. Dans le cas breton, par exemple, on a des politiques en termes de mobilité qui sont très volontaristes, sur le développement du TER, sur, voilà, les mobilités douces, les itinéraires cyclables, sur le covoiturage aussi. Et par ailleurs, vous avez une grande politique d'ouverture de la Bretagne à l'international qui va consister à venir financer le maintien d'un certain nombre d'aéroports, voire l'agrandissement d'un certain nombre d'aéroports. Et donc notre travail, c'est aussi de venir pointer les endroits où on peut avoir des incohérences dans les politiques publiques, ce qui nous semble particulièrement gênant, donc à la fois sur les risques d'effets rebond que ça peut générer en termes d'émissions de gaz à effet de serre, mais aussi dans la perception que peuvent avoir les citoyens de l'exemplarité de la collectivité. C'est-à-dire que c'est compliqué cognitivement, hein, de comprendre que d'un côté on nous demande de faire des efforts et par ailleurs on renchérit sur du développement. Je parle des aéroports, mais je pourrais parler aussi de grands entrepôts logistiques, de la construction de routes comme la 69, enfin voilà, un certain nombre de grands projets qui aujourd'hui peuvent être jugés inutiles ou en tout cas ne répondent qu'à des objectifs de développement économique sans considération sur l'impact environnemental qui pose question. Et ensuite, ça va être vraiment dans la planification d'essayer de voir comment on peut essayer de réduire, donc vraiment par l'urbanisme, voire même parfois par l'architecture, les consommations d'énergie en favorisant les mobilités douces, en ayant des usages différents dans les bâtiments, hein. Donc on travaille beaucoup aussi sur les questions de mutualisation des espaces, sur aussi, bah, voilà, qui sont les usagers dans les bâtiments et ce qu'on se rend compte, c'est que bien souvent, en fait, ce niveau de détail et ce niveau de connaissance, les collectivités ne l'ont pas, ou ne s'en servent pas. Ou elles ont les données, mais elles essayent pas vraiment d'aller voir pourquoi on consomme autant dans tel bâtiment, et comment on pourrait faire différemment. Alors je vous dis ça, ça a quand même un petit peu changé avec la crise énergétique, hein, et les prix de l'énergie qui étaient tels que, ces questions des usages ont commencé à être traitées par les collectivités locales, mais il y a encore énormément de travail à faire. Et au-delà des collectivités locales, on a aussi, hein, tous les établissements publics, les universités, les hôpitaux, et cetera, qui émettent encore beaucoup de gaz à effet de serre, notamment du fait de leur appareil et leur système de chauffage, et sur lesquels il y a encore beaucoup de travail à faire. Donc voilà, de manière assez synthétique, la façon
dont on peut travailler avec des territoires. Mais la plupart du temps, c'est en s'inscrivant dans le cadre de révision, de modification de documents de planification. Donc j'ai parlé des plans climat, des SCOT, des PLU, des SRADET, qu'on arrive à faire infuser ce sujet de la sobriété et surtout à le rendre très concret, parce que ce qu'on constatait, c'est qu'on a beaucoup de collectivités qui ont des documents alors qui sont très bien écrits, hein, c'est marqué un territoire sobre à l'horizon 2050, etc., etc. Mais quand on regarde dans le plan d'action et dans le passage à l'acte effectif, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc nous aussi, c'est ça qu'on essaye de faire, c'est d'aller jusqu'à la mise en place de l'action et à son évaluation, et pas juste rester dans l'attention et dans voilà, l'écriture d'éléments de langage sans qu'il y ait la réalisation effective qui se fasse. Peut-être deux questions pratiques pour finir. Première question, il me semble que vous êtes basé dans le nord du pays. Vous arrivez à agir Oui, à échelle nationale, à oui, tout accompagner à les fait, collectivités dans toute la France? Ok. bien sûr. Ouais, on est à Lille. On est à Lille et on intervient aujourd'hui Mm. partout en France. Bon, pour des raisons hein, historiques, politiquement, on va dire que le vent a tourné dans les Hauts-de-France, hein. On est Mm. passé d'un conseil régional écologie socialiste à un conseil régional LR avec une opposition RN. Donc ça a été un peu compliqué pour nous au Mm. niveau local. Mais au-delà de ça, ça nous intéresse vraiment d'aller voir des typologies de territoires très très différents. Et bah, on ne pouvait pas le faire dans les Hauts-de-France, c'est-à-dire que si on veut travailler sur la ruralité de montagne ou l'insularité, ça ne peut pas se faire dans les Hauts-de-France. Donc en effet, on est aujourd'hui actif sur l'ensemble du territoire national, bien que nous soyons que 4 salariés, mais voilà, on arrive quand même à s'en sortir. Ok, merci. Et deuxième question, un peu par curiosité, vos financements, ce serait quoi rapidement? Alors, on est financé de manière assez substantive par l'ADEME, donc Mhm. sur un certain nombre voilà, de programmes de travail, de programmes de recherche. On a aussi un petit peu de financement de l'État, voilà, DREAL, FDVA, donc des financements associatifs assez traditionnels. On a ensuite un petit peu de projets européens sur notamment des questions de coopération transfrontalière autour des questions environnementales. Et ensuite, on va avoir beaucoup de prestations et beaucoup d'accompagnement via marché public, hein. On est une association qui est fiscalisée depuis l'année dernière. Alors, on n'a pas cherché hein, à être fiscalisé, c'est-à-dire qu'on est passé d'un modèle il y a encore quelques années où les collectivités subventionnaient les associations directement pour travailler avec elles, à un modèle où aujourd'hui on nous dit bah oui, oui, on veut bien travailler avec vous, par contre ce sera une prestation ou un marché public, sans garantie de remporter bien sûr le marché public, hein, puisqu'on rentre dans le champ concurrentiel. Mais en tout cas aujourd'hui c'est cette modalité-là qui est la plus utilisée par les collectivités locales pour travailler avec nous. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, on est pile dans les temps. Que je sais pas si vous avez un dernier ajout, mais sinon, mais je propose de conclure et de bien remercier Barbara d'être Merci à venue vous. nous présenter Virage Énergie. C'était super intéressant, merci beaucoup. Et du coup, on vous mettra le replay de ce webinaire dans la Gazette de Sirena la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Merci, bonne bon journée. après-midi. Au revoir, bonne journée.